Bonjour. D'accord. En fait, la semaine dernière, on a vu notamment comment Newton il est parti des expériences qui ont été réalisées par Galilée, notamment sur les plans inclinés, pour déduire trois lois, trois principes. Le premier principe dit principe d'inertie, le deuxième qu'on appelle d'habitude loi, principe fondamental de la dynamique ou bien relation fondamentale de la dynamique. Et le troisième principe, c'est le principe de l'action et de la réaction. On a vu, pour le principe fondamental de la dynamique, il dit que pour un système matériel, un système mécanique, le torseur dynamique est égal au torseur des actions extérieures. D'accord? Dans un repère galiléen. Et ceci conduit à deux théorèmes qu'on appelle des théorèmes généraux, théorème de la résultante dynamique et le théorème du moment dynamique. M gamma G est égal à la somme des forces et le moment dynamique est égal au moment des actions extérieures. Aujourd'hui, on va voir un troisième théorème, c'est le théorème, de l'énergie cinétique. On va s'intéresser notamment au calcul des énergies, calcul de puissance, calcul d'énergie, qui est, il faut le préciser, une étape importante de l'étude de tout projet de construction de machines, parce que si on construit une machine avec plusieurs organes, plusieurs pièces, il est important, nécessaire de savoir la puissance nécessaire pour faire tourner toute la machine. D'accord? Donc, le but essentiel, d'abord, démontrer le théorème de l'énergie cinétique, qui permet d'avoir une intégrale première du mouvement lorsque le système il est conservatif. Et d'autre part, c'est une étape nécessaire dans toute étude de projet, de construction et de fabrication mécanique. Alors, avant d'arriver à ça, je vais commencer par un rappel sur la mécanique du poids matériel. Et après, on va voir l'extension pour un solide, pour un système constitué de solides. D'accord? Vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, maintenant, en mécanique du poids matériel, le rappel sera consacré aux notions de puissance, d'énergie potentielle et de théorème de l'énergie cinétique. Après, on va voir l'extension pour un solide. Il est facile. Alors, si vous avez une particule P en mouvement dans un repère R, soumise à une force F, ayant à un certain moment une vitesse V, alors, la puissance développée par la force F, vous avez vu, P, la puissance de la force agissant sur la particule dans R est égale, c'est tout simplement la force multipliée par la vitesse. D'accord? Alors, ceci est égal à F. Alors, la vitesse, c'est d de P sur dt. Normalement, c'est d de OP sur dt. Mais ici, d de P sur dt, c'est la notation de Grassmann. Donc, ça va faire f d de P sur dt. Alors, on a admis qu'on peut faire ce produit-là, f fois d de P. Parce que là, à l'intérieur, il y a une limite, d de P sur dt. C'est une limite, c'est la tangente. Ça, vous êtes des matheux, vous connaissez très bien cette histoire. On a admis qu'on peut faire le produit de f fois d de P. D de P, un déplacement élémentaire. D'accord? Et f fois d, déplacement élémentaire, c'est d de W sur dt. D'accord? Donc, la puissance est égale à d de W sur dt. Alors, vous avez vu qu'est-ce que c'est qu'une force qui dérive d'une énergie potentielle. Une force F dérive d'une énergie potentielle, c'est seulement si la puissance est égale d sur dt de moins EP, une fonction scalaire de classe C1. Alors, si une force dérive d'une énergie potentielle, ceci implique que
la puissance est égale à d sur dt de moins EP est égale à d de W sur dt. Alors, ici, je simplifie par dt, ça va me faire d de moins EP, d est égal à d de W. D'accord? De ces deux expressions-là, je simplifie par dt, ça me donne ça. Alors, vous avez vu, d de f est égal à quoi? C'est gradient de f, d dp. Donc, d de moins EP, c'est moins gradient de EP, d de p. Ça, vous l'avez vu en analyse. Alors, et le travail d de w est égal à quoi? C'est f dp. F fois le déplacement élémentaire. Alors, ici, si je simplifie par d de p, ça me donne f est égal moins gradient de EP. Alors maintenant, si j'applique le rotationnel de f est égal au rotationnel du gradient, et ça donne 0. Donc si, hein, pour résumer, une force dérive d'une énergie potentielle, c'est E seulement ici. Hein, if f, la puissance est égale à d sur dt de moins EP, f est égal à moins gradient de EP, le rotationnel de f est égal à 0. Hein, vous l'avez déjà. Alors maintenant, pour le théorème de l'énergie cinétique, si je dérive l'énergie cinétique d'une particule par rapport à R0, ça me donnera d sur dt, 1 demi de m v carré, v scalaire f. Alors, si je dérive cette expression-là, ça me donnera m gamma v, parce que ça va faire 1 demi de m gamma v plus 1 demi de m v gamma, c'est la même chose, donc c'est m gamma v. Alors, m gamma, je suis dans un repère galiléen, donc il est égal à la résultante des forces, la somme des forces scalaires v. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à la puissance. Et la puissance est égale à d de w sur dt. Alors, donc le théorème de l'énergie cinétique, à partir de là, on peut l'énoncer. Hein, la dérivée par rapport au temps, dans un repère galiléen, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la puissance des forces extérieures. D'accord? Là, vous l'avez vu sous une autre forme. Hein? P est égal à d de w sur dt. Alors, si je prends cette expression-là et celle-là, je simplifie par dt, il me reste quoi? D de EC est égal à D de W, ou bien delta de EC est égal à delta de W. Alors, toutes ces notions de puissance, d'énergie potentielle et d'énergie cinétique, du théorème de l'énergie cinétique, on va voir comment l'étendre au cas d'un solide. Alors, on va commencer d'abord par la puissance développée par une action, et on va se mettre dans le cas général d'une action répartie de densité F de P. F de P peut être, par exemple, l'action de la pesanteur, il peut être une force par unité de volume, par unité de surface, c'est une densité. D'accord? Par unité de longueur, et ainsi de suite. Alors, et on va désigner par D de mu la mesure associée. Si F de P est en newton par kilogramme, D de M va être en kilogramme. Si F de P en newton par mètre cube, D de mu, c'est le mètre cube. Si F de P en newton par mètre, D de mu va être en mètre. D'accord? Alors maintenant, on s'intéresse à la puissance développée par cette action mécanique répartie sur tout le solide. Alors maintenant, la force subie par cette particule-là va être égale à F de P d mu. Et la puissance développée va être égale à F de P d mu fois la vitesse de cette particule. Alors maintenant, la puissance totale, ça va être, c'est la somme des puissances élémentaires. Donc ça va être une intégrale. La puissance de F agissant sur S, c'est un solide, hein, désolé, ici c'est agissant sur S, c'est un solide. Hein, est égal, c'est l'intégrale F de F fois la vitesse de P par rapport à R. Est égal, l'intégrale sur toutes les particules de solide. Donc, est égal à l'intégrale de F. Alors, la vitesse de P, maintenant, vous connaissez cette histoire, la vitesse de P est égale à la vitesse de A plus oméga vectoriel AP. Hein, le point A, il appartient au solide. D'accord? Alors, je distribue, ça va me faire l'intégrale F fois la vitesse de A plus l'intégrale F scalaire oméga vectoriel AP. Alors, ça, la vitesse de A, elle sort, j'intègre sur toutes les particules du solide, à c'est un point particulier, je le sors, donc ça va me faire l'intégrale de F d mu
fois la vitesse scalaire, la vitesse de A. Plus, alors là, je dois sortir le oméga qui ne dépend pas du point P. Pour cela, je dois faire des permutations circulaires. Donc, si je ramène AP à la place de F, je ramène F ici et oméga là. Je fais une deuxième permutation circulaire pour ramener le oméga ici. À la place de F, je le sors. Il me reste là AP vectoriel F. Hein? Maintenant, vous devez être habitué à ce genre de manipulation. Hein? Un produit mixte, on fait deux permutations circulaires pour tomber sur ça. Alors, l'intégrale de F, il dépend de P parce que c'est une action répartie. Ça va faire la résultante, scalaire la vitesse. La somme de AP vectoriel F, ça va faire le moment, scalaire le oméga. Alors, sous une autre forme, hein, ça va faire, c'est le produit, le comoment de ces deux torseurs. Le torseur de l'action F et ici le torseur cinématique. OK. Donc la puissance développée, développée par l'action répartie F est égale au torseur de F en un point A du solide, commomment le torseur cinématique en un point A du solide. Donc voilà, dans le cas général, dans le cas d'une action répartie. Alors maintenant, on va donner quelques exemples. Alors, pour l'action de la pesanteur, on va voir comment calculer. La puissance développée. Vous avez un solide dans le champ de la pesanteur. Il est soumis à l'action de la pesanteur. Donc, ça va être la puissance est égale le torseur de l'action. On le prend généralement en J. Hein. Pourquoi? Pour avoir un moment nul. Et ici, la vitesse de J. Voilà, le torseur cinématique est égal. Alors, le torseur de l'action de la pesanteur au point J, ça donne la résultante c'est P. La résultante c'est P et le moment en G, ça fait 0. N'oubliez pas, il y a une flèche ici. Le moment est égal à 0. Comme moment, alors le torseur cinématique, c'est oméga, la vitesse de G, donc ça va faire F fois la vitesse de G. D'accord? Si par exemple, dans ce cas, vous avez l'axe Z, c'est celui-là, l'action de la pesanteur, il est dans ce sens, alors P fois la vitesse de G, ça va faire moins mg. Z0 et la vitesse de G, c'est X point, Y point, Z point. Donc, ça va faire moins mg, Z point. Alors, maintenant, l'action, comment calculer la puissance exercée par un ressort de traction-compression? Si vous avez un solide retenu au mur avec un ressort de traction-compression de longueur K et de longueur vide L0, hein? Alors, la force, c'est moins K, L moins L0, suivant l'axe des X. Et le moment en A, on va le prendre en A, ça fait 0. Alors, pour le solide, normalement, ici, c'est une particule oméga est égal à 0, mais ce n'est pas grave. Le produit est la nul. Alors, la vitesse du point P, c'est le point suivant X. Le commandement, ça va faire moins K, L moins L0, scalaire L point. Ça, scalaire ça. Alors, le cas des actions de frottement. Si vous avez une roue, par exemple, qui roule sur l'axe horizontal. Alors, l'action de la roue, de l'axe sur la roue. Alors, le torseur de l'action au point I, on va imaginer que c'est un contact ponctuel de résultance RI, où le moment, c'est 0. Ici, vous avez oméga, la vitesse de I. Alors, le produit, ça va faire la réaction fois la vitesse au point. Tout simplement. Ici? Oui. Ici, s'il vous plaît, ما فهمتش هاد البارتي ممكن تعاودها. La dernière? من l'action d'un ressort. Ah, d'accord. Alors, pour le ressort, la puissance, c'est l'action du ressort fois le torseur cinématique. Alors, l'action exercée par le ressort, il est là, il exerce une force. Hein, vous la voyez ici en rouge. C'est ça la force. Alors, le moment en A de la force, c'est 0. Ou la force est égale à quoi? 4 delta L.
Donc, c'est moins K, L moins L0. Le moment. Alors, pour oméga ici, je l'ai mis, hein, dans le cas général, mais ce n'est pas grave. Hein. Dans le cas général, il y a un oméga s'il s'agit d'un solide dans l'espace et tout ça. Mais dans ce cas-là, le oméga est égal à 0. Dans ce cas, parce que c'est une particule. Mais ce n'est pas grave, elle part avec le 0 là. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce terme-là. Alors maintenant, la vitesse du point P. Plutôt, ce n'est pas en A qu'il faut le prendre, mais en P. Parce que ici, je vais prendre la vitesse. Alors, le moment en P, pas grave, c'est la même chose. Hein. Donc, la force, c'est ça. Le moment en P, pas en A. Le moment. S'il vous plaît, ici, il y a une petite erreur. Donc, vous avez ici, ce n'est pas en A, c'est en P. Parce que là, je vais prendre la vitesse de P. A, il est fixe. Hein. Alors, la vitesse de P maintenant est égale à quoi? La vitesse de P. Vous avez ici, il est paramétré par L. Il est repéré par L. Donc, ça va faire L point suivant X. D'accord? Donc, je fais le produit scalaire, ça va, le résultat ne change pas. Tout simplement. C'est bon? Oui. Alors, maintenant, pour le cas du frottement. Alors, le torseur, vous avez ici une action ponctuelle de résultante RI. Vous avez une roue, l'action est exercée par l'axe horizontal. Alors, le torseur de l'action de l'axe au point I, une résultante RI, le moment c'est ponctuel, donc c'est 0. Alors, ici, vous avez le oméga du solide. Je ne vais pas le calculer parce que ça va partir avec ce 0-là. Alors, ici, c'est la vitesse de I. Là, je calcule le moment en I, la vitesse en I. Parce que pour faire le commomment, le produit de deux torseurs, il faut qu'ils soient exprimés au même point. Pareil, regardez, c'est la même chose ici, la même chose là. Pareil aussi, c'est pas A, c'est P, et ainsi de suite. Ici, c'est I, ici, c'est I. Alors, donc si je fais ce produit-là, ça va me faire RI fois la vitesse de I. C'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la puissance des actions mutuelles. Vous avez deux solides, un système constitué de deux solides, S1, S2. En interaction mutuelle, qu'est-ce qu'on veut dire par interaction mutuelle? Il peut s'agir soit d'un contact direct, d'une interaction à distance, ou bien interaction via un corps de masse négligeable, par exemple un fil ou bien un ressort. Hein? Ici, vous avez un système constitué de deux solides en interaction mutuelle. Alors maintenant, la puissance des actions d'interaction mutuelle, c'est quoi? C'est la puissance développée par l'action de S1 sur S2 par rapport à R plus la puissance développée par l'action de S2 sur S1. Il faut faire la somme. Vous avez S1, il exerce une action sur S2 et vous avez S2 qui exerce une action sur S1. Et la puissance totale, c'est la somme des deux puissances. D'accord? Deux solides en interaction mutuelle. La puissance, c'est la somme des puissances exercées de part et d'autre. Alors, par rapport à un repère R, alors la puissance de l'action de S1 sur S2, c'est le torseur de l'action de S1 sur S2. Évidemment, là, on a un point A2 de S2. Fois le torseur cinématique de S2. Plus le torseur de S2 sur S1, comment le torseur cinématique de S1, on a un point A1 de S1. Alors, puisque les deux solides sont en interaction mutuelle, le principe de l'action et de la réaction fait que le torseur de S1 sur S2 est également le torseur de S1 sur S2. Donc, on peut le mettre en facteur, mais pas d'une manière précipitée. Il faut aller doucement. D'accord? On ne peut pas mettre ça directement, le torseur de S1 sur S2 en facteur, torseur cinématique de S2 moins le torseur cinématique de S1. Il faut aller par étapes.
Alors, le torseur de S1 sur S2, de l'action de S1 sur S2, c'est R12, M12 en A2. Qu'au moment, alors ici, oméga de S2, la vitesse de A2. Plus, alors, le torseur de S2 sur S1. Il exerce une réaction et un moment. Donc, c'est R21, M21. Oméga de S1, la vitesse de A1, appartenant à S1. Voilà, je fais les produits croisés. Donc, ça va me faire R12, la vitesse de A2. Plus M12 en A2, oméga de S2. Plus R21, la vitesse de A1. Plus M21 en A1, oméga de S1. Alors, vous savez, d'après le principe de l'action et de la réaction, R12 est égal à moins R21. Donc, le R12 là, et R21, ils sont opposés. Donc, je peux mettre R12 en facteur, vitesse de A2 moins la vitesse de A1. Par contre, ici, M12, je ne peux pas le faire tout de suite. M12, il est exprimé en A2. M21, il est exprimé en A1. Je ne peux pas. Hein, il faut qu'il soit exprimé au même point pour mettre le moins. En fait, M12 est égal à moins M21 lorsqu'ils sont exprimés en un même point, A1 ou A2. Là, ils sont exprimés dans des points différents. Donc, je ne peux pas le mettre en facteur directement. D'accord? C'est pour cela que je vous ai dit qu'il ne faut pas se précipiter pour mettre ce torseur-là en facteur. Bon, alors là, la dernière ligne, il est reprise ici. Alors, je mets R12 en facteur. Ça va me faire la vitesse de A2 appartenant à S2 moins la vitesse de A1 appartenant à S1. Plus, alors, M12 en A2 de S2, scalaire oméga de S2, je ne le touche pas. Je le laisse, il est là. Par contre, le dernier terme, alors M21 en A1. M21 en A1. Bon, le oméga de S1, il est là. Je ne touche pas. Alors celui-là, je vais le bricoler un peu. Donc ça va me faire M21 en A2. Parce que M21 en A1 va être égal à M21 en A2 plus R21 vectoriel A2 A1. Le moment en un point P est égal au moment en un point Q plus R vectoriel QP. M21 en A1, c'est M21 en A2 plus R21, parce que là, je parle de l'action de 2 sur 1. Action de 2 sur 1, donc c'est la réaction R21, vectoriel A2, A1. À vrai dire, c'est le seul point crucial de la démonstration, de voir que M21 en A1, c'est M21 en A2 plus R21 vectoriel A2, A1. Le reste, c'est technique. Alors, regardez, R21 là, donc ça va me faire oméga R21 vectoriel A2, A1. Je dois le mettre en facteur avec ce terme-là. Alors, ce terme-là, ces deux termes, ils sont là. R12, ces deux termes, ils sont là. Ces deux. Par contre, là, celui-là, M12, en A2, il est là. Alors, celui-là, M21 en A2, oméga de S1. Là, puisque c'est en A2, M12 en A2, donc celui-là est égal à moins M12 en A2. Je les mets ici. Oméga scalaire celui-là. Alors, pour ce terme-là, j'ai oméga R21 vectoriel A2 A1 scalaire oméga. Alors, donc je fais des permutations circulaires. D'accord? Je ramène l'oméga ici, R il vient là. Je le déplace, puis je déplace R. Oméga il vient là, puis je déplace oméga A2 A1. Il vient là. Donc il me reste R21, ça va devenir, c'est moins R12.
Donc, je le mets en facteur. Et ce terme-là, il est là. Donc, c'est moins A2, A1 vectoriel oméga de S1. Alors, pour ces deux termes-là, M12, oméga de S2, alors M12 en A2, M12 en A2, je le mets en facteur. Il me reste oméga de S2 moins oméga de S1. Alors, pour cette quantité-là, donc j'ai R12 en facteur, la vitesse de A2 moins. Regardez, le moins là, je vais le mettre ici entre parenthèses. D'accord? Donc ça va faire la vitesse de A1 appartenant à S1 plus A2, A1 vectoriel oméga de S1. Regardez, je permute. Je permute ici. Donc ça va faire oméga vectoriel A1, A2. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors là, maintenant, vous avez ici oméga de S2 par rapport à R. Moins oméga de S1 par rapport à R. Si j'introduis ici un repère relatif, oméga de S2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. J'introduis ici oméga de S2 par rapport à R est égal à quoi? C'est oméga de S2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. Oméga de R1 par rapport à R, c'est oméga de S1. Donc, il me reste oméga de S2 par rapport à R1, c'est-à-dire oméga de S2 par rapport à S1. Alors, pour maintenant cette histoire-là, on a ici la vitesse de A1 plus oméga vectoriel A1, A2. Donc, ça va faire vitesse de A1 plus oméga de S1 vectoriel A1, A2. Donc, ça va faire, c'est la vitesse de A2. A2, point géométrique appartenant à S1. Parce que là, si je fais la vitesse de A1 plus oméga de S1 vectoriel A1, A2, ça concerne uniquement le solide S1. Mais A2, c'est un point de S2. Je parle du point matériel. Donc ici, ça c'est le point géométrique. Un point géométrique appartenant à S1. A2, point géométrique qui coïncide avec le point matériel du solide S2. Alors, donc, c'est la vitesse de A2 appartenant à S1 par rapport à R. Monsieur, une question, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi oméga de S2 par rapport à R moins oméga de S1 par rapport à R égale à oméga de S2 par rapport à S1? Oui, alors, je l'ai expliqué deux fois. Regarde, oméga de S2 par rapport à R. C'est oméga de S2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. On a l'habitude de faire ça. Tu introduis un repère R1 relatif. Oméga de S2 par rapport à R. Il y a oméga de S2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. Tu es d'accord ou pas? Oui, monsieur. Alors maintenant, oméga de S2 par rapport à R1. Il y a oméga de S2 par rapport à S1. Et R1, il est lié à R1. R1, c'est lié à S1. Je vais essayer de l'expliquer, de l'écrire. Donc, je répète. Oméga de S2 par rapport à R. Oméga de S2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. J'introduis le repère R1 comme repère relatif. Oméga de S2 par rapport à R1, il y a oméga de S2 par rapport à S1. Oméga de R1 par rapport à R, il y a oméga de S1 par rapport à R, moins oméga de S1 par rapport à R, ça vaut 0. Bon, ça c'est une histoire un peu simple. Le problème, il est un peu lent dans cette première expression-là. Il est un peu long, mais c'est que technique. Mais là, il est bien expliqué. Alors, donc ça va le faire. La vitesse de A1 appartenant à S1 plus oméga de S1 par rapport à R vectoriel A1, A2. On a dit ça, c'est la vitesse de A2 appartenant à S1. Donc là, j'ai la vitesse de A2 appartenant à S2, moins la vitesse de A2 appartenant à S1. J'introduis ici le repère R1 comme repère relatif. Ici. Alors la vitesse absolue va être égale à la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Ou le repère R1 comme repère relatif.
Donc ça va faire la vitesse de A2 appartenant à S1 par rapport à R avec celui-là, il saute. Plus la vitesse relative, c'est la vitesse de A2 par rapport à R1. Donc c'est la vitesse de A2 appartenant à S2 par rapport à S1. Plus M12 oméga de S2 par rapport à S1. Alors, sous une forme torsorienne, donc la puissance des actions d'interaction mutuelle, R12, c'est R12, M12, comme mot le torseur cinématique. Donc c'est le torseur des actions, comme mot le torseur cinématique relative de S2 par rapport à S1 en un point A2 appartenant à S2. S1 et S2 en interaction mutuelle. D'accord? Alors, la puissance, hein, ici, je vais raisonner comme s'il s'agit uniquement de points matériels. S1, c'est un point matériel, S2 aussi. À la puissance des actions d'interaction mutuelle. Vous voyez, la flèche, elle est dans les deux sens. Action d'interaction. Alors, la puissance, je vais imaginer me mettre dans le cas où le torseur, il est allongé. Donc, celui-là, il va le tirer dans ce sens avec une force moins KL moins L0, puisqu'il est allongé. Hein, celui-là, il va le tirer dans ce sens. Donc, ça va KL moins L0, suivant l'axe direct. Alors, pour la puissance de l'action de S1 sur S2, c'est moins KL moins L0, la vitesse de P2. Alors, plus KL moins L0, alors ici, la vitesse de P1, D de OP1 sur DT. Donc, ça va faire D sur DT. Alors, je mets moins KL moins L0X en facteur. Ça va faire D de OP2 moins D de OP1. Alors, OP2 moins OP1. OP2 moins OP1, c'est L. Suivant X. Donc, ça va faire L point X. Donc, le résultat, il est ici.